Donc, petit programme des 45 prochaines minutes. Donc, on va d'abord, dans une première partie, aborder l'aspect marketing digital au sens global du terme. On va passer en revue des grands principes qui peuvent paraître évidentes pour certains, pas pour tout le monde. Et ensuite, sur une deuxième partie, on abordera l'aspect RH du marketing avec quelques petits tips, des petits conseils, des petites choses à mettre en place, que ça soit sur son site internet ou au sein de son entreprise. Et ensuite, on conclura avec un petit moment de questions-réponses. On continuera à l'étage. Petite présentation, j'enchaîne. Donc, Johan Sorin, je suis webmaster chez GRéseau depuis plusieurs années. Donc, mon rôle, donc je suis rattaché au service marketing, dirigé par Hervé. Et donc, mon rôle, c'est de faire performer nos sites internet en termes de référencement naturel, le SEO, référencement payant, le SEA, on y reviendra tout à l'heure, et mettre en place des projets web, que ce soit sur la refonte de sites, sur la construction de sites, sur des partenariats, du netlinking avec d'autres sites connexes, et tout ça dans un objectif de performance web, avec des objectifs qu'on détaillera un petit peu plus tout à l'heure, adaptés aux ressources humaines. Donc, je suis Hervé Riot, je suis responsable marketing communication chez GRéseau. Donc, comme Johan l'a dit, moi je m'occupe de l'approche marketing globale de l'entreprise GRéseau, donc pour ses activités de formation, conseil, édition. Donc avec un gros volet digital, une bonne partie marketing direct aussi, qui est vraiment dans la culture de GRéseau depuis assez longtemps. Évidemment, le pilotage du budget aussi de ce service. Et puis plus une culture ROI, je dirais. Moi, je suis entré dans le marketing par le volet marketing direct, donc avec une certaine obsession pour la rentabilité des actions et des actions de marketing direct, mais qu'on peut très facilement transposer au digital aujourd'hui. C'est-à-dire que l'intérêt du digital, c'est qu'on peut vraiment très bien piloter la performance et puis savoir pour 1 euro engagé finalement combien d'euros on a en termes de chiffre d'affaires. Donc, on va commencer par un petit quiz. Donc, c'est des questions qui sont très simples. Pour autant, c'est bien de commencer par là. Donc, d'après vous, l'idée c'est que vous répondiez comme ça rapidement. Quelle est la part de marché du moteur de recherche Google en France? 65 à gauche. Ah, qui dit mieux? Qui dit mieux? Ouais. Combien? 90. Ouais. 92 à droite. Qui dit mieux? Eh ben, on est entre les deux. Les derniers chiffres sont de 93%. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on travaille dans le milieu du web, Google régit nos vies, tout simplement. Les principaux concurrents, juste à titre de comparaison, c'est Bing 3%, Yahoo 1%. C'est vraiment complètement écrasé. Même s'il y a eu une grosse mouvance de anti-Google, notamment par rapport à la protection des données. Il y a eu une vague où les gens préféraient utiliser d'autres moteurs de recherche pour des questions de confidentialité. Pour autant, Google revient à la charge, et notamment sur le mobile, parce que ça représente 96%, et là on bat tous les concurrents. Enfin, Google bat tous les concurrents, et c'est vrai que c'est un acteur indétrônable. Et de ce fait-là, c'est Google qui impose les règles sur le web, tout simplement. Très bien. Deuxième question. Donc là, on se centre un petit peu plus sur l'univers RH. D'après vous, sur 100 candidats à une offre d'emploi, donc des candidats qui ont vu une offre d'emploi sur un job board, type Indeed ou autre, combien vont aller consulter la rubrique carrière de l'entreprise qu'ils visent? D'après vous? 20%. 15, 10%. 5%. Qui dit mieux? Pas plus. D'après vous, c'est très bas. On est sur des chiffres très bas. Eh bien, non, 72%. Donc ça, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que les candidats qui sont dans une démarche de recherche auprès d'une entreprise, finalement, vont pas se contenter d'un seul média, d'aller sur un job board type Indeed ou autre, ou Le Bon Coin, c'est aussi un gros média pour la recherche d'emploi. Ils vont également aller dans la rubrique carrière de l'entreprise qu'ils visent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en arrière-plan? Qu'il faut évidemment optimiser les annonces qu'on va publier sur son site carrière, puisque les candidats vont y passer dans une logique de recherche multicanal. On y reviendra après sur la rubrique carrière. Et donc, troisième et dernière question, donc quelle est la durée moyenne... Non, pardon. Est-ce que la durée moyenne de la visite sur la page carrière d'un site internet est-elle un bon indicateur de performance?
C'est-à-dire que sur un site internet, on a des indicateurs, des KPI, qu'on se doit de suivre. Et est-ce que le temps de visite sur cette page-là est, selon vous, un bon indicateur? Oui. Pourquoi? Eh bien, bon, je vais passer tout de suite à la réponse. On est sur non. Parce que, en fait, quand on est sur un temps de visite sur une page dédiée, comme la page carrière, on a deux... J'ai perdu mon mot. On a deux extrêmes. Voilà, deux extrêmes. C'est-à-dire qu'on va, sur la première partie, on va avoir des temps de visite qui se comptent en secondes. Et sur le deuxième extrême, on va avoir des temps de visite qui se comptent en minutes. Sur 10 minutes, 15 minutes. Et en fait, la moyenne de tout ça, c'est un mauvais indicateur. Parce qu'on peut considérer que 5 minutes sur une page carrière, sur un temps moyen, quand on analyse les statistiques de son site, c'est bien. Et en fait, non, pas du tout. Et ça peut, quand on analyse en détail, révéler certaines faiblesses. Et la page carrière, on y reviendra un petit peu plus tard, c'est une page qu'il faut absolument travailler quand on est dans le milieu des ressources humaines. Premier volet, on va parler de marketing digital au sens large, donc sans avoir le focus spécifique sur les RH. Donc, de quoi parle-t-on quand on parle de marketing digital? On va parler d'abord de support, des outils du marketing digital. Donc, c'est des choses qu'on connaît assez bien, donc notamment les sites web d'entreprise, ça peut être des sites e-commerce, ça peut être des sites vitrines. On peut avoir des blogs. Là, on est plus sur du contenu éditorial qui vient porter la parole et les offres d'un site web. Qu'est-ce qu'on a? On a de l'emailing. Là, on est sur du marketing direct à vocation digitale. L'utilisation des réseaux sociaux, évidemment. Ça, c'est une brique complémentaire pour faire du marketing digital. Et puis, on a des outils qui viennent graviter autour du marketing digital, tels que les webinaires ou la publicité en ligne, qui est aussi un des médias qu'on connaît. Alors, on parle de marketing digital, mais il faudrait quasiment changer de registre et changer d'expression aujourd'hui. On va plus parler de marketing dans un univers digital. C'est-à-dire que pendant longtemps, le marketing digital, c'était une spécialité à part entière qu'on venait accoler à des stratégies marketing classiques. Aujourd'hui, tout est digital. Donc finalement, on fait du marketing dans un environnement digital et cette expression, elle a plus vraiment de sens aujourd'hui. De quoi parle-t-on aussi quand on parle de marketing digital? De techniques qui sont associées à du marketing. Alors, il y a beaucoup de choses. C'est une liste qui n'est absolument pas exhaustive. On pourrait compléter par une 50aine de termes. On a des logiques de contenu. Voilà, on vient importer du contenu pour être bien référencé sur les moteurs de recherche. On a des logiques d'inbound. Qu'est-ce que ça veut dire inbound? C'est de l'entrant, c'est-à-dire on a une démarche stratégique qui fait en sorte de faire venir nos visiteurs sur notre site web, notamment par du contenu. C'est un petit peu la résultante de ce qu'on a au-dessus. On a du marketing d'influence. Ça, on en entend parler notamment sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est de s'associer à quelqu'un qui a sa propre communauté et puis d'être en partenariat avec cet influenceur. Et donc, ça se fait principalement sur les réseaux sociaux, donc du digital. On a du community management. Donc, ça, ce sont des gens qui vont gérer des communautés sur les réseaux sociaux pour les entreprises ou pour les marques. On a le mobile marketing. C'est une petite branche spécifique du marketing digital où là, on va s'intéresser vraiment au support mobile et ce qu'il est capable de faire. C'est-à-dire aller scanner du QR code, charger une application, être en multicanal. C'est-à-dire qu'on a son téléphone dans la rue, on est géolocalisé et on reçoit un SMS avec une publicité pour le magasin qui se trouve à 100 mètres de là où on se trouve. On a de l'affiliation, donc là un système de partenariat dans la distribution de produits ou de services. Plus largement des marketplaces, c'est un petit peu la même chose que l'affiliation, mais avec des gros sites. Exemple type, Leroy Merlin, vous allez sur ce site, vous avez tout un tas de revendeurs qui ne sont pas Leroy Merlin, mais qui apparaissent sur la marketplace Leroy Merlin, donc ça va permettre de revendre autre chose. Le dropshipping, dont vous avez peut-être entendu parler. Donc là, moi, je considère ça comme du parasitage. C'est-à-dire, voilà, ce sont des acteurs qui vont se placer entre des gros sites e-commerce type Amazon et puis des clients. Voilà, en montant de toutes pièces des sites web qui vont être bien référencés et qui vont permettre de vendre des produits Amazon sans avoir aucun stock et sans s'occuper des livraisons. C'est-à-dire qu'on vient juste jouer l'intermédiaire en étant présent sur des recherches de la part des clients. Et puis, on a également ce qui est automation. Donc, automation, c'est l'automatisation du marketing. Là, on est sur des tendances un petit peu plus poussées. L'idée, c'est de créer des scénarios marketing, donc qui vont déclencher des opérations en automatique en fonction de critères.
Voilà, souvent on est couplé avec un CRM, avec un outil de gestion de la relation client, et ça va permettre de lancer des campagnes à intervalles réguliers, à la façon d'une boîte noire, c'est-à-dire que ça va partir automatiquement en fonction de critères remplis par les clients. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut voir dans le marketing digital, principalement des supports, des outils qu'on connaît, et puis des techniques qui sont associées, mais qui s'appuient sur du marketing digital. Donc dans le livre, on a du détail sur quasiment toutes les techniques qui sont utilisées. On pourrait avoir des formations de 3 jours sur chacune de ces techniques, mais tout ça pour vous dire que c'est un environnement qui est de plus en plus complexe, de plus en plus technique également, et avec des spécialités. Au niveau des métiers également, on a vraiment des spécialistes de chaque branche du marketing digital. Une petite équation qui parlera peut-être à certains, mais qui est incontournable dans le monde du marketing digital. Est-ce que certains la connaissent? Ça vous dit quelque chose ou pas? Alors c'est une équation qui est relative au travail, au marketing sur les moteurs de recherche. L'idée, c'est de dire que le SEM, donc Search Engine Marketing, le marketing des moteurs de recherche, pour être présent sur les moteurs de recherche, c'est une stratégie qui va tenir compte du Search Engine Optimization, de l'optimisation de notre contenu pour les moteurs de recherche, du SEA, Search Engine Advertising, donc de la publicité qu'on va pouvoir faire sur les moteurs de recherche, et puis du SMO, Social Media Optimization. Donc voilà, ça sont les 3 briques qui permettent d'avoir un contenu qui est bien référencé sur Google. Donc en clair, si on décrypte, le travail sur les moteurs de recherche, c'est l'optimisation du contenu, c'est toute la publicité qu'on peut faire à côté de notre contenu naturel, et puis le relais aussi des médias sociaux pour faire venir du trafic sur notre site web. Donc ça, c'est une des équations incontournables quand on commence à aborder le marketing digital et qu'il faut maîtriser. Et ça veut dire aussi qu'en arrière-plan, on a des budgets pour chacun des volets du Search Engine Marketing. Un petit focus Google. Donc, comme je disais tout à l'heure, Google régit nos vies et Google est basé sur 4 piliers. Son algorithme prend en compte ces 4 piliers de façon plus ou moins variable. La première, c'est la performance technique de votre site internet, c'est-à-dire la vitesse de chargement du site, la propreté du code qu'il y a derrière. Il y a aussi les diverses optimisations par rapport aux images, par rapport à des fichiers que seuls les moteurs de recherche peuvent consulter, et l'aspect sécurité. Ça, c'est devenu de plus en plus important, c'est le petit S dans HTTP. C'est absolument nécessaire aujourd'hui. Il y a 5 ans, ça l'était moins, il y a 10 ans, encore moins. Le deuxième pilier, c'est le contenu orienté SEO. Comme l'évoquait Hervé tout à l'heure, c'est le contenu. Même si le contenu est un petit peu chamboulé depuis l'arrivée d'intelligence artificielle comme ChatGPT, ça reste aujourd'hui l'un des principaux leviers pour apparaître dans les premiers résultats dans les pages de résultats de Google. Le troisième pilier, c'est le netlinking. Donc là, il faut avoir en tête que lancer un site aux yeux de Google, ça ne suffit pas. Il va falloir travailler sa e-réputation. Pour travailler sa e-réputation, il faut le construire, donc avoir des liens entre les pages de votre site et faire en sorte qu'il y ait d'autres sites qui pointent par le biais de liens vers votre site. Et ça va faire monter votre site sur les pages de résultats Google. Sans ça, vous restez au fond des pages de résultats. Et enfin, le dernier pilier, c'est l'expérience client. Aujourd'hui, Google, et le dit assez ouvertement, c'est que l'expérience client que vos clients vont avoir sur votre site internet est un levier de plus en plus important dans son algorithme. C'est-à-dire que si votre site n'est pas optimisé pour faciliter le processus ou du moins j'ai perdu le mot, le parcours, si le parcours n'est pas intuitif, vous serez déclassé, vous aurez une mauvaise note et donc vous perdrez des places par rapport à vos concurrents. Et tout ça, c'est un savoureux cocktail qui est absolument indispensable, et oublier un de ces piliers, c'est passer derrière vos concurrents, tout simplement. Le contenu, comment il est évalué? C'est quoi l'évaluation? Alors, un contenu…
La première chose à savoir quand on rédige du contenu, c'est les expressions clés. C'est-à-dire que c'est des mots-clés, c'est les mots les plus importants de votre paragraphe ou de votre phrase qui vont permettre d'indexer votre site internet. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de GRéseau, qui est un organisme de formation spécialisé dans les ressources humaines, on a un petit peu partout sur notre site internet le mot formation, le mot ressources humaines. Déjà, rien que ça aide à Google à lui faire comprendre que GRéseau est un spécialiste de la formation des ressources humaines. Ça, c'est la base. Après, le contenu, c'était le premier pilier de Google. C'est-à-dire qu'un contenu doit être unique pour Google. Si vous avez piqué un paragraphe, un texte, un article chez votre concurrent, que vous le mettez sur votre site internet, c'est carte rouge directe. Là, vous êtes ce qu'on appelle en bac à sable. Donc, Google vous déréférence, vous êtes absolument introuvable. Sauf si on tape votre URL dans une barre de recherche. Ça, c'est la pire chose qui puisse arriver quand on est webmaster ou quand on travaille au sein d'un service marketing. Donc, piquer du contenu, c'est absolument interdit. Et c'est pour ça que Google favorise l'originalité du contenu. Si vous avez un contenu original qui apporte une valeur ajoutée à votre site internet, qui intéresse vos internautes, déjà, vous avez une bonne base pour performer. Et par contenu, on entend du contenu texte. C'est ce qui est ce qui est historiquement mis en avant sur les sites internet, mais de plus en plus, depuis quelques années, on a des images, de la vidéo, du podcast. Voilà. Il y a beaucoup de contenus qui existent aujourd'hui, beaucoup de types de contenus, mais la base, notamment pour Google, c'est le texte. Voilà. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose sur ces... Non ? On va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc, quand on est en charge du marketing digital dans une entreprise, il y a des étapes à respecter pour faire performer son site internet. L'étape 1, c'est de définir des objectifs. C'est-à-dire que lancer un site sur internet, c'est une chose. Le concevoir pour faire en sorte qu'il soit optimisé d'un point de vue parcours client, c'en est une autre. C'est-à-dire que je vais concevoir mon site internet en ayant en tête, en arrière-plan, qu'il y a des conversions que je veux faire à mes internautes. C'est-à-dire remplir un formulaire pour une prise de contact, télécharger un PDF pour un livre blanc, par exemple, acheter, s'inscrire à une formation. Voilà. Ça, ce sont des objectifs qu'on appelle de conversion. Et ça, il faut l'avoir en tête au moment où on conçoit le site internet. Parce qu'un site qui est mal conçu, parce que les conversions ne sont pas bien pensées, parce que c'est pas optimisé par rapport à ses objectifs, c'est un site qui va gentiment être relégué à la seconde place, troisième place, etc. Ensuite, l'étape numéro 2, une fois qu'on a en tête le parcours client, qu'on a optimisé tout ça, c'est de KPIser son site internet. C'est-à-dire qu'on va lister toutes les conversions qu'on veut faire à notre client, à nos internautes, pour faire du business, en fait, tout simplement. Donc, par KPIser, j'entends recevoir du lead. En fait, un lead, c'est une inscription, c'est un achat, c'est une demande de contact. Chaque entreprise a sa propre définition d'un lead. Mais ne pas avoir de KPI sur son site internet, c'est une bouteille à la mer, tout simplement. Ensuite, troisième étape, on vient monétiser des objectifs de conversion. C'est-à-dire que l'idée qu'il y a derrière cette étape-là, c'est de se dire, chaque action qui sera faite sur mon site internet par un internaute, je vais attribuer un montant. C'est-à-dire que dès que je vais recevoir un formulaire de contact, je vais hypothétiquement gagner 10 €. Parce que derrière, avec une analyse statistique, je sais qu'un formulaire sur 10 se transforme en achat et que mon panier moyen, il est 200 €. Donc, je divise par 10, forcément, vu que c'est un formulaire sur 10. Et donc, tout ça, on peut le faire avec n'importe quel KPI. Que ça soit de l'inscription à une formation, le téléchargement d'un programme de formation, par exemple. Je prends l'exemple de GRéseau.
ou l'inscription à un webinaire, par exemple, on peut mettre des objectifs de conversion sur n'importe quelle action qui sera faite sur notre site internet. Et en fait, après, quand on analyse tout ça, ça nous permet de juger de la rentabilité de nos actions marketing. C'est-à-dire que si j'ai fait de la pub, si j'ai dépensé 1 000 € en publicité, que ça m'a rapporté avec mes objectifs de conversion 2 000 € parce que j'ai fait remplir 200 formulaires, je peux dire que mon action a été rentable. De plus, ça nous permet d'identifier, le fait d'avoir mis des KPI, d'identifier des forces et des faiblesses. Si je me rends compte au cours d'un tunnel de conversion, c'est-à-dire à partir du moment où je mets un article dans un panier pour l'acheter en ligne, si je me rends compte que sur la page numéro 4, j'ai un gros taux de déperdition et que sur la page numéro 4, je suis en train de faire valider les frais de livraison, je peux en déduire que cette page-là, il y a peut-être un souci, peut-être que mes frais de livraison sont trop chers, etc. Et ça, c'est très important. L'identification des faiblesses, c'est ce que beaucoup de sites négligent. C'est-à-dire qu'ils vont penser au global, ce qui est très bien, on est sur l'étape 1, mais ne pas négliger l'étape 4, qui est l'identification des faiblesses, et en faire une force. Et enfin, l'étape 5, c'est avec tout ça, on a un nombre de données assez important, et l'idée, c'est d'utiliser ces données-là pour aller encore plus loin au niveau des statistiques, et même arriver à se comparer à des concurrents. Je vais passer rapidement parce que je pense que le temps tourne, et là, l'étape 5, c'est mon travail, je pourrais en parler des jours, mais je vais laisser la parole à Hervé. Ouais, petite parenthèse sur le marketing digital et l'intelligence artificielle, l'IA, on en a beaucoup parlé récemment. Évidemment, il y a des enjeux et des conséquences de l'intelligence artificielle sur le marketing digital. On peut dire que, en gros, l'intelligence artificielle, ça va faciliter le travail du marketing digital dans le sens où on va pouvoir personnaliser davantage les campagnes, organiser de l'automatisation marketing beaucoup plus facilement. Alors, ça va pas bouleverser la mécanique de marketing digital, mais ça va vraiment relativement la simplifier. Une des conséquences très immédiates, très directes des outils type ChatGPT, c'est que aujourd'hui, n'importe qui peut produire du contenu en masse sur un site web. Il suffit d'entrer ce qu'on appelle un prompt, donc une demande à ChatGPT, rédige-moi 20 lignes sur une gamme de produits Intel. On va récupérer le texte, on peut le mettre sur son site web. Le texte sera original, il n'existera pas par ailleurs. En gros, ça va permettre de nourrir beaucoup de sites web avec du contenu, là où auparavant, ça demandait un effort humain et un vrai travail rédactionnel. Donc ça, c'est une des premières conséquences. Après, ça va vraiment beaucoup faciliter la segmentation, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, en allant voir ce qui se passe dans les outils de gestion de la relation client, va pouvoir définir des segments clients très fins, très précis, qu'on va pouvoir adresser avec des campagnes de marketing digital. Donc il y a un vrai enjeu autour de l'intelligence artificielle. Quelque chose qu'on voit aussi déjà en ce moment, c'est sur des campagnes de publicité Google, ce qu'on appelle les Google Ads. En gros, auparavant, il fallait rédiger ses textes pour afficher son annonce sur Google. Donc il y avait un vrai travail rédactionnel en se disant qu'est-ce que je mets comme titre, qu'est-ce que je mets comme accroche pour apparaître dans les annonces payantes et pour essayer de faire cliquer mes internautes. Aujourd'hui, on a des campagnes intelligentes, c'est-à-dire qu'il suffit d'injecter du budget. On dit à Google, je veux mettre 1 000 € pour faire venir des gens sur mon site e-commerce. C'est lui qui va rédiger le texte automatiquement et qui va l'ajuster en fonction des résultats des campagnes. Voilà, c'est-à-dire qu'on a juste à donner de l'argent, à donner quelques mots-clés qui nous intéressent et Google va faire le reste, c'est-à-dire qu'il va publier l'annonce, il va la retirer, l'activer en fonction des résultats, il va changer le contenu pour faire en sorte que les conversions soient optimisées. Donc c'est vraiment une orientation conversion et donc ça retire beaucoup de travail quand on a, comme chez GRéseau, 500 ou 600 campagnes de publicité qui tournent. Aujourd'hui, on a juste à mettre un budget et puis voir ce qui se passe au bout de la chaîne. Est-ce qu'on a des formulaires d'inscription aux formations qui arrivent ou pas? Et c'est Google qui fait le reste. Ça veut dire qu'à un moment, on peut aussi avoir des annonces avec des textes qui nous paraissent pas super pertinents, mais l'intelligence artificielle a décidé que c'était ces textes-là qui convertissaient, qui fonctionnaient. Donc c'est ceux-là qu'il faut laisser en ligne. Et ce qui est assez troublant, parce qu'on passe des heures et des heures à rédiger des annonces comme ça, on essaie de trouver les bons mots-clés, les bonnes accroches. Et en fait, les textes générés par Google, qui sont vraiment bateaux et assez troublants, performent mieux que ce qu'on a fait auparavant. Et donc là, on se rend compte du caractère un peu déstabilisant de tout ça.
un focus sur le marketing digital pour les fonctions ressources humaines, puisque vous êtes nombreux à avoir des fonctions dans le domaine des RH. Donc l'idée, c'était qu'on fasse un focus spécifique sur ce qui peut concerner les ressources humaines. Le premier point, je l'évoquais rapidement tout à l'heure, c'est tout le marché des job boards, des sites emploi, des sites carrières. Donc ça, ce sont des grands acteurs du marketing digital en France. Alors évidemment, en première position, on a Pôle emploi, mais ensuite, on a des acteurs privés, un type Indeed, Région Job, Le Bon Coin, avec énormément de visiteurs mensuels. S'il y a quelque chose à retenir, c'est que ces sites drainent énormément de visites, énormément de trafic. Et donc, pour une entreprise qui veut recruter, il va être important d'optimiser ses annonces sur ces sites, sur ces job boards, pour se rendre davantage visible que ses concurrents. Ça sont vraiment les principaux acteurs. Ça, c'est une enquête qui a été faite en février 2022, donc qui est relativement récente, et qui montre l'intensité du trafic sur ces plateformes d'offres d'emploi. Et comme on l'a vu dans le quiz, c'est pas parce qu'on a publié une annonce sur un job board, sur une plateforme de recherche d'emploi, qu'il ne faut pas négliger pour autant la rubrique carrière de son site web, puisque les candidats vont faire un aller-retour depuis les plateformes vers les sites web. Donc avant de se focaliser sur la rubrique carrière, juste quelques chiffres. Donc, je vous ai passé le quiz. Il faut savoir que 86% des actifs aujourd'hui, hors fonction publique, on consulte les avis et évaluations des employés de l'entreprise avant même de postuler. Voilà. C'est juste une petite préparation paiement, j'y reviendrai juste après. 80% des actifs ont aujourd'hui, donc je pense statistiquement certains parmi vous, ont déjà vécu une mauvaise expérience de recrutement. Que ça soit au cours de l'entretien lui-même, ou parce qu'il n'y a pas eu de réponse, ou parce que la réponse n'a pas été satisfaisante. Voilà. Et en fait, parmi ces 80%, il y a 60% des candidats qui sont prêts à boycotter la marque après avoir effectué un entretien dans l'entreprise. Donc, d'où l'importance de bien anticiper ces petits voyants d'alerte, parce que derrière, un mauvais processus de recrutement RH, c'est des clients en moins, tout simplement. Donc, la marque employeur avec la notion d'avis. J'en parlais à l'instant. Donc, un avis est laissé par une personne à propos d'une entreprise, donc sur une plateforme Indeed, par exemple, lorsqu'un salarié quitte l'entreprise. Donc, ça peut être un très bon avis, un moyen, ou voire un avis négatif, quand ça se passe mal. Et c'est ces avis-là sur lesquels on va se focaliser. Il faut savoir qu'il y a aussi des avis qui sont déposés parce qu'il y a des conflits entre personnes. Une personne qui a quitté une entreprise, qui est en conflit avec son manager, va faire payer à l'entreprise ce conflit par le biais d'un avis négatif sur Indeed. Un besoin d'écoute, il y a des salariés qui, par le biais d'avis sur des job boards, font une sorte d'appel à l'aide. Ça arrive, on en voit notamment sur des grandes entreprises. Quand il y a un refus d'embauche, ça arrive à tous les processus de recrutement, certains ont une capacité à laisser des avis négatifs sur tout. Donc, bien faire attention à la fin d'un processus de recrutement, d'aller voir quand même quelques semaines après ce qui se passe sur notre page Indeed, parce que souvent on peut être surpris des différents avis qu'il peut y avoir. Et ensuite, il y a deux autres moments à laquelle on peut recevoir des avis, c'est quand l'entreprise a une stratégie pour booster sa note sur Indeed, c'est de demander à ses salariés ou même à l'initiative du salarié. Donc, comment gérer les avis, surtout les avis négatifs? On peut les supprimer, sauf qu'on ne peut pas vraiment les supprimer, on peut les signaler. C'est assez compliqué de supprimer un avis sur Indeed. Pour autant, il y a des situations quand l'avis contient des insultes, quand il y a des dénonciations qui sont infondées, quand il y a des données personnelles. Là, ça peut être supprimé. Pour autant, un avis négatif qui est bien rédigé, qui ne transgresse pas les règles de la plateforme, impossible de le supprimer. La deuxième bonne pratique, c'est d'y répondre. Quel que soit l'avis, qu'il soit positif ou négatif, c'est d'essayer de répondre. Donc avec toujours une petite empathie envers la personne qui a déposé l'avis, essayer d'être bienveillant, essayer de répondre correctement, ne pas partir dans la surenchère, en essayant de ne pas se contredire avec ce qu'on a pu dire à l'entretien d'embauche, par exemple. Mais y répondre, c'est absolument nécessaire.
Et enfin, la troisième possibilité pour gérer cet avis, c'est d'essayer de noyer le poisson. C'est-à-dire qu'en demandant à ses salariés, par exemple, qui seront triés sur le volet, parce qu'on essaye de choisir les meilleurs employés qui sont le plus amoureux de l'entreprise, de faire remonter la note globale pour essayer de faire descendre l'avis négatif en bas de page. Alors, toujours dans le domaine RH, je vous propose quelques indicateurs liés au marketing digital dans les RH. En gros, qu'est-ce qu'on va suivre, qu'est-ce qu'on peut piloter quand on est responsable RH, qu'on recrute des personnes. Des exemples types, c'est pareil, là, il y a plein d'indicateurs possibles. Mais en gros, ce qu'on peut mesurer, voilà, c'est par exemple un nombre de visites par rapport à un nombre d'offres sur une rubrique carrière. Vous êtes dans un grand groupe, vous avez un site carrière ou une rubrique carrière sur le site de votre entreprise avec une centaine d'offres d'emploi. Premier indicateur que vous pouvez aller voir, c'est voilà, combien de visites se sont portées sur cette rubrique carrière. Et éventuellement, on prend le nombre de pages vues ou le nombre de visites et on divise par le nombre d'offres. Ce sera une donnée. Voilà, on peut dire par exemple qu'on a 80 visites ou 200 visites par offre d'emploi publiée. Ça, c'est un premier indicateur qui est très grossier puisqu'il n'est pas du tout révélateur d'une qualité de trafic ou d'une qualité de visite. Donc, on peut aller un petit peu au-delà. Sur notre site carrière, on a des formulaires à renseigner quand on veut candidater, quand on veut postuler dans une entreprise. Eh bien, on peut aller mesurer, par exemple, le nombre de formulaires qui ont été renseignés par rapport au nombre de visites. On voit qu'on a un cran au-dessus et qu'on est un peu plus précis qu'auparavant. Combien de formulaires j'ai reçus par rapport au nombre de visites que j'avais sur mon site. Si on a un nombre élevé de formulaires reçus, ça veut dire qu'on convertit bien, que le site est bien fait, qu'il incite à remplir des formulaires et à les valider. Donc là, tout va bien. Si au contraire, on a un pourcentage de formulaires renseignés qui est très faible, là, il faut s'interroger. Peut-être que le formulaire est trop long, qu'on a trop de rubriques à remplir, que c'est pas très lisible. Dans ce cas-là, ça peut être un problème d'ergonomie sur le site. Il faut limiter les rubriques pour faire augmenter ce taux. Ça, c'est un deuxième indicateur qui est un petit peu plus fin que celui qu'on a vu. Si on descend dans cet entonnoir de conversion, qu'est-ce qu'on peut aller mesurer? Par exemple, le nombre de candidatures retenues par rapport au nombre de formulaires. On est encore une étape plus bas. On a reçu des formulaires de candidats qui ont validé leur demande et on va aller voir combien de candidatures on a retenues. Donc là, on voit que c'est un indicateur de qualité au final. Combien de candidats je retiens par rapport au nombre de formulaires reçus. Si on voit qu'on est vraiment sur du tout venant, des candidatures qui ne sont pas ciblées, là, il faut s'interroger sur le contenu de son annonce. Est-ce qu'on était assez précis par rapport au job? Sur la cible qu'on vise, est-ce qu'on n'a pas fait des campagnes de pub auprès d'un public qui était beaucoup trop large et pas suffisamment catégorisé par rapport aux offres d'emploi qu'on propose? Autre indicateur, le nombre d'entretiens réalisés. Donc là, on suit vraiment le process RH et on est encore plus fin, c'est-à-dire combien d'entretiens on a réalisé par rapport au nombre de candidats qu'on avait retenus. Là aussi, ce sera un indicateur assez sérieux, assez intéressant pour mesurer la qualité de notre démarche. Si, par exemple, je n'ai fait que 2 entretiens alors que j'avais retenu 15 candidatures, eh ben, ça veut dire qu'au final, c'était des candidatures qui n'étaient pas si bien qualifiées. Je me suis un petit peu trompé en amont et j'ai pas retenu suffisamment de candidats. Si au contraire, j'ai fait 10 entretiens alors que j'avais 10 candidatures qui avaient été validées, ça veut dire que ma démarche est très bien et que j'ai peu de pertes sur ce tunnel de conversion. Et puis enfin, au final, alors là, ce sera vraiment le dernier indicateur et peut-être le plus puissant, le plus parlant, c'est combien de recrutements j'ai effectué par rapport au nombre d'entretiens ou alors par rapport au nombre de candidatures ou alors encore mieux, on remonte encore par rapport au nombre de visites que j'avais eues sur ma rubrique carrière. Donc là, vous voyez que on est finalement à la fin du process RH et je vais mesurer combien de candidats j'ai recrutés par rapport à mon trafic que j'avais sur ma rubrique carrière. Et là, ce qu'on peut aussi associer à ça, c'est quasiment une démarche budgétaire. C'est-à-dire qu'on sait qu'un recrutement coûte assez cher. Ça peut être 10-15 000 euros. Si j'ai recruté 4 personnes alors que mes campagnes m'avaient coûté 10-15 000 euros pour mettre en ligne mes offres d'emploi, bah finalement, je suis rentable parce que chaque candidat retenu et embauché m'a coûté 2-3 000 euros en termes de campagne web. Juste pour vous montrer voilà, une logique d'indicateur marketing digital appliqué au RH où on est sur une démarche itérative et on va aller de plus en plus en profondeur vers la conversion. Et ça, on peut le faire pour plein de catégories différentes. Mais en tout cas, en RH, ça peut fonctionner comme ça. Voilà, des indicateurs qu'on peut retenir et qui seraient pertinents pour juger de la qualité d'un marketing digital lié au RH.
quelques petits conseils pour optimiser sa rubrique carrière. Donc, je vais pas aller sur mais je vous invite à aller voir la rubrique carrière de Capgemini qui est très très bien faite et qui a derrière sa construction une vraie expérience client. Donc, le premier réflexe, c'est mettre à jour ses annonces. On a de plus en plus de sites qui lancent un processus de recrutement, qui intègrent le salarié et qui laissent l'annonce en ligne. Ça, c'est une erreur. Le deuxième, c'est être plus précis possible et le plus détaillé possible d'un point de vue rédaction de l'annonce. Comme j'évoquais tout à l'heure, la notion d'expression clé au niveau du contenu est ultra importante pour être bien référencé, pour ressortir au niveau des pages de résultats, que ce soit de Google ou des job boards. À côté de ça, avoir une démarche de CTA. CTA, c'est Call to Action, c'est-à-dire que on favorise au sein de notre rubrique carrière des boutons sur lesquels on va pouvoir voir je postule, j'envoie mon CV, je contacte l'entreprise, etc. L'idée, c'est de favoriser le lien avec l'entreprise, entre l'entreprise et le candidat. Traiter rapidement les demandes, ça c'est absolument indispensable parce qu'à côté de ça, en arrière, on peut passer à côté de certains bons candidats, tout simplement. On a une notion de mail automatique qui est assez simple à mettre en place. Pour autant, derrière, il faut qu'il y ait une intervention humaine, un coup de fil, une réponse par mail détaillée pour convenir d'un rendez-vous. Mais un traitement rapide s'entend dans la journée, voire dans les 48 heures. Et l'expérience candidat, c'est ce que j'évoque avec Capgemini. Allez voir sur cette rubrique, elle est vraiment, vraiment très, très bien faite. Je peux donner l'exemple quand même. Juste un exemple. Mais d'abord, j'avais juste un chiffre. À votre avis, combien coûte un recrutement raté à une entreprise? 50 000. Ouais, on est pile dedans. Entre 30 000 pour un technicien classique et 100 000 pour des postes à plus forte valeur ajoutée. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que au-delà des job boards, Google est de plus en plus utilisé pour la recherche d'emploi. Si je tape poste marketing digital à Paris, le premier, c'est Accenture qui paye donc, pour avoir des annonces qui apparaissent dans les résultats de recherche. Quand on va cliquer, ça va déclencher un coût pour Accenture qui est compris entre 30 centimes et 1 euro. Et on arrive sur la page carrière, sur la page de l'offre d'emploi. Là, c'est juste une petite parenthèse pour vous dire que Google est en train de supplanter les job boards comme Indeed, comme Le Bon Coin pour des postes un petit peu plus terre à terre et d'autres leviers qu'on pouvait hier utiliser. C'est pas impossible que demain, on ait l'habitude de chercher un boulot via Google, tout simplement. Ce qu'il faut savoir quand on fait ce genre d'action comme Accenture, c'est déterminer son budget. Hervé évoquait tout à l'heure 3, 4 000, 5 000, voire 15 000 euros. Déjà, avec un budget de 500 euros, quand on fait une recherche de candidats, c'est déjà pas mal. Pour autant, attention au coût par clic. C'est-à-dire que dès lors qu'un internaute va cliquer sur votre annonce, vous allez débourser 1 euro, 1,50 €, 2 euros. Tout dépend des mots-clés que vous aurez choisis à l'origine. Logique de segmentation. Si vous arrosez trop large, si vous mettez pas des œillères à votre annonce, d'une part, votre budget va fondre comme neige au soleil, et en plus, vous aurez des candidatures qui ne sont pas du tout adaptées. Et enfin, faites confiance à Google. Ça sera un petit peu la conclusion de cette slide, c'est-à-dire que malgré des bonnes pratiques que vous pensez avoir en tant que RH, Google a quand même cette connaissance du comportement des internautes. Proposez-lui des annonces intelligentes, demandez-lui de rédiger pour vous des annonces intelligentes. On peut être surpris du texte, pour autant, ça performe mieux en termes de conversion. Hop, là, je reviens sur ça. Alors, un exemple de campagne de marketing RH qui, d'après moi, est réussi. C'est des choses que vous avez peut-être vues, ça a été pas mal relayé sur les réseaux sociaux. C'est une campagne de recrutement pour Burger King.
Et l'intérêt de cette campagne, pourquoi je la signale, elle n'est pas spécifiquement digitale, hein, il y a eu de l'affichage, mais elle a été beaucoup reprise sur les réseaux sociaux, donc ça lui donne une teneur digitale au final. Et pourquoi c'est réussi? C'est parce qu'on est pile poil à la fois dans la cible de Burger King, dans l'identité de marque de Burger King, dans le ton Burger King, et qui réussissent en plus l'exploit de partir d'avis négatifs. Alors, il paraît que ce sont des avis réels, ça on peut peut-être en douter, mais on part d'avis négatifs sur Burger King et finalement on les réexploite pour sa campagne de recrutement RH. Donc en gros, Burger King fait face à une pénurie de candidats pour ses restaurants et va aller provoquer finalement les clients qui ont laissé des mauvais avis en leur disant en gros qu'ils peuvent aller postuler chez Burger King ou que leur grand-mère peut aller postuler chez Burger King. Pourquoi je retiens cette campagne-là? C'est pour que vous ayez en tête et que vous gardiez en tête l'idée que du marketing RH, finalement, ça dépend aussi d'une stratégie marketing de l'entreprise qui elle-même dépend aussi d'une vision et d'une identité de marque au niveau global. C'est-à-dire que les RH ne vont pas faire leur travail dans leur petit coin tout seul. Il faut vraiment qu'ils soient connectés à ce qui est fait par l'entreprise au niveau marketing et que ça corresponde aussi à la stratégie de la boîte. Et là, on voit qu'on est complètement raccord avec l'image de Burger King, alors que là, on est sur une campagne de marketing RH. Et en plus, ça vient servir la communication des restaurants. Pour résumer, si on veut réussir dans le marketing digital en RH, il y a quelques grands principes. On vient de le voir juste avant avec Burger King. Il faut qu'il y ait une adéquation entre la cible et le support qu'on va utiliser. Si on recrute des ingénieurs qui sortent juste de l'école, on peut être sur les réseaux sociaux. Si on cherche des candidats un peu plus matures qui vont être sur de la presse spécialisée, sur des médias un petit peu plus ciblés, on va aller sur ces médias pour aller diffuser nos annonces. Donc, adéquation entre cible et support. Donc, il faut bien à chaque fois réfléchir quand on va publier une annonce, de savoir quelle cible on vise, quelles sont ses habitudes de fréquentation des médias et du web ou des réseaux sociaux. Il faut que le message soit cohérent avec l'image de marque et stratégie marketing de l'entreprise. On vient de le voir avec Burger King. C'est important qu'il y ait vraiment cette congruence, cette cohérence entre ce qu'on fait en RH et ce qu'on fait en marketing. Sinon, on peut avoir l'impression que le service RH vit sa vie de son côté sans être connecté à l'entreprise. Et en termes d'expérience candidat, c'est pas très bon. Parce qu'on dit, tiens, je postule chez McDo ou chez Airbus et ce que je vois au niveau RH n'a rien à voir avec ce que je perçois de l'image ou de la stratégie de l'entreprise. Faire attention à la qualité des supports, on l'a évoqué plusieurs fois. Tout ce qui est rubrique carrière, tout ce qui est formulaire, ce qui est site web, il faut vraiment que ce soit optimisé, que ce soit très propre et que ça convertisse facilement. L'expérience candidat, se mettre à la place de vos candidats qui vont postuler chez vous, sur quelle page ils vont arriver, est-ce qu'ils vont comprendre la proposition qui leur est faite, est-ce qu'ils vont pouvoir candidater facilement, est-ce qu'ils vont recevoir un mail de confirmation suite à leur demande dans les 24 heures ou les 48 heures, que va dire ce mail, si la candidature est rejetée, qu'est-ce que je vais dire à mes candidats? Ça aussi, on passe pas suffisamment de temps à répondre négativement. Alors c'est vrai qu'on peut être inondé de CV et de candidatures, mais il faut prendre le temps de répondre à chaque candidature parce que ce sont des candidats qu'on pourrait recruter un petit peu plus tard ou des réseaux parfois qui sont assez fermés. Et puis mesurer la performance, ça c'est vraiment aussi une donnée importante en marketing digital. On a tous les outils sous la main pour mesurer l'efficacité de nos campagnes en termes de trafic web, de conversion, de formulaires reçus, de temps de visite, on l'a évoqué tout à l'heure. Là, il faut s'appuyer aussi sur son département marketing pour piloter et mesurer la performance. Mais en tout cas, tout se mesure quand on est en digital. Donc, il ne faut pas hésiter, quand on est RH, à aller demander des comptes, entre guillemets, au marketing ou au service informatique pour savoir ce qui se passe sur son site web. C'est bon? Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.